Salut et re-bienvenue au Zone 2 Podcast. Aujourd'hui, épisode vraiment straightforward. Je veux vous raconter dans le fond l'expérience que j'ai eue à Borealis au Mont-Tremblant, à ma dernière course en trail qui a eu lieu il y a quelques jours. En ce moment, on est le 19, on est mercredi, donc moi j'ai couru samedi dernier. Il y a eu des courses aussi dimanche auxquelles j'ai pu assister. Dans le fond, j'ai passé le week-end à Tremblant. Puis j'ai appris plein de choses sur la communauté de trail, sur moi-même en tant que coureur. Euh, j'ai eu la chance de participer à cet événement-là parce que c'est un événement quelle réussite. Je vais vous en parler en long et en large, mais comme vraiment agréablement surpris pour une première édition. J'étais très content de mon résultat aussi en termes de performance, mais pas juste en termes de performance, mais en termes de sensation. Fait que pas mal un week-end de rêve, honnêtement. C'était assez féerique. Donc, premièrement, c'est quoi ça, Borealis by UTMB? Savez-vous quoi? Avant de parler de Borealis by UTMB, il faut que je vous fasse un petit remerciement parce que c'est maintenant le 8e, 9e épisode, je ne sais plus exactement, mais le podcast est clairement lancé. Il y a littéralement des milliers d'entre vous qui écoutez ça sur une base régulière. Je capote. Sur Spotify et sur YouTube, les chiffres dépassent mes attentes, mais comme vraiment, vraiment, vraiment de beaucoup. Donc, je veux juste prendre le temps de vous remercier de votre écoute en si grand nombre parce qu'aujourd'hui, quand j'enregistre des épisodes, je sais que je m'adresse à des centaines, voire même des milliers de personnes. C'est incroyable. Mais les premiers épisodes que j'ai filmés au tout début, avant de lancer le podcast, ben dans ma tête, je ne savais pas à qui je parlais, puis je ne savais pas à combien de personnes je parlais. Dans ma tête, j'étais plus tout seul dans un studio. Quoique, oui, je suis tout seul dans un studio, mais là, j'ai l'impression que je vous parle à vous. Fait que merci d'être là en si grand nombre. Ça me fait super chaud au cœur, puis ça me donne envie de continuer. Donc, Borealis by UTMB. C'était la première édition de cette nouvelle course de la série UTMB. UTMB, c'est quoi? Ultra Trail du Mont-Blanc. C'est la course mythique à Chamonix, en France. Une course ultra prestigieuse que beaucoup de coureurs de trail veulent faire dans leur vie au moins une fois. Et c'est rendu tellement gros UTMB que c'est une bannière maintenant. Donc, ils ont créé un circuit de course internationale avec la bannière by UTMB. Donc, c'est sûr que c'est un certain gauge de qualité. C'était quand même un standard élevé en termes d'événements. Donc, c'est quand même des gros événements, des événements avec des parcours quand même exigeants. Des fois, c'est en altitude. Il y en a sur tous les continents. Donc, vraiment une série super intéressante. Donc là, c'est ça. On a notre propre événement by UTMB au Mont-Tremblant. Ça a été annoncé l'année dernière en fin de saison, donc il y a à peu près un an, là, à peu près en août 2025. Ils ont annoncé que ça avait lieu et ils ont ouvert les enregistrements, ils ont sorti les billets pour la course. Puis, une façon de s'enregistrer en pré-vente, c'était d'avoir un pointage UTMB. Fait que moi, je me disais, bon, ben, c'est dommage, j'ai jamais participé à ça, à une course UTMB, fait que j'ai pas de pointage. Mais finalement, je me suis rendu compte que vu que j'avais fait une course en trail l'année d'avant, donc en 2024, j'avais été en Corée du Sud, j'avais fait une course en trail de 42 kilos. C'était ma première course en trail, c'était malade. Ben, j'avais un certain score, puis pour qu'il se traduise en score UTMB, il fallait juste que je me fasse un compte UTMB, puis que je link la course en Corée avec mon compte UTMB. Puis là, selon mon ranking, la durée de l'épreuve et tout, ça me donnait un score. Peu importe c'est quoi ton score, ben, tu avais le droit, une fois que tu en avais un, de t'enregistrer en pré-vente pour Borealis. Donc, j'ai pu sécuriser mon dossard là, pour l'événement il y a presque un an de ça. Puis je savais que, oui, pour la course en soi, ça allait être nice, mais je savais que culturellement, pour le running au Québec, pour la culture de la course, ça allait être malade. Fait que je voulais absolument être là d'un point de vue personal branding, d'un point de vue plaisir, d'un point de vue de toutes les marques avec qui je pourrais collaborer ou que je collabore déjà vont être là, des amis, des connaissances. Fait que je voulais vraiment pas manquer ça. Et j'avais raison de ne pas vouloir manquer ça parce que c'était malade. Donc, premièrement, le lieu Tremblant, absolument parfait pour accueillir ce genre de course-là. Je ne pense pas qu'il y a vraiment mieux au Québec pour accueillir une grande course, vu qu'il y a déjà le côté très touristique avec des hôtels, de la bouffe accessible et tout. Donc, oui, évidemment, c'est cher et c'est un peu over-touristique, mais il faut quand même des installations pour accueillir ce monde-là. Fait que c'est le fun qu'il y ait ces installations-là. Maintenant, pour moi, cette course-là, c'était un des objectifs principaux, mais j'avais pas de si grandes attentes que ça par rapport à la course en tant que telle. J'y allais en premier pour le plaisir, puis en deuxième, ben, pour pousser et faire un bel effort. Il y a 3 mois de ça, je me suis fait une fracture de stress au tibia, donc j'ai été obligé d'arrêter 4 semaines. Après ça, j'ai recommencé à rebuild graduellement avec du vélo et tout ça. C'est là que je suis tombé dans la secte du cyclisme avec mon nouveau bicycle que j'adore. Absolument insane comme sport. J'ai pu recommencer la course graduellement, recommencer les séances d'intensité, les long runs. Puis j'ai quand même eu le temps d'avoir des semaines d'entraînement de qualité avant de participer à Borealis. Ça veut dire que j'ai fait des courses de 25 kg, 27 kg,
Je pense que ma plus longue, c'était 27 ou 28 avec du dénivelé. Fait quand même du bon stock pour être sûr d'être capable d'être en forme pour Borealis. Maintenant, Borealis, il y avait plusieurs épreuves. Le 14 kg, le 26 kg, le 46 kg et le 81 kg. C'est un peu mélangeant parce que avec UTMB, ils font des bannières. Donc, ils mettent une bannière 20K, une bannière 50K, une bannière 100K, et ils vont prendre ta distance puis ils vont la mettre dans ce qui est le plus proche selon leur algorithme ou leur calcul avec la distance et le dénivelé. Donc, moi, le 26K, ben, c'était sous la bannière 20K. Puis pourquoi ils mettent des bannières comme ça? C'est parce qu'ils donnent des stones, des roches UTMB. C'est genre leur système de comptabiliser des points pour avoir la chance de participer à l'UTMB à Chamonix, The UTMB. Donc, tout ça pour dire que j'avais la chance de récolter une stone si je terminais la course. C'est pas quelque chose que... Je suis pas là pour récolter une stone, là, mais tant mieux, I guess que j'ai une stone, puis peut-être que je pourrais m'inscrire à la loterie pour peut-être aller à Chamonix un jour, mais bon, c'est pas dans les objectifs à court terme. Quoique ça serait le fun un jour. Maintenant, mon objectif principal en fin de saison, c'est de faire le marathon de Montréal. Donc, c'est un peu ça que j'avais en tête pour tout mon rebuild, pour tout l'été après ma blessure, allant jusqu'au 11 octobre, marathon de Montréal. Ça va être marathon. Donc, tous les entraînements spécifiques d'intervalle, de tempo, c'était en pensant au marathon, même avant ma course en trail. Sauf les long runs. On les faisait en trail avec mon coach Charles pour avoir un peu de spécificité quand même parce que je m'apprêtais à faire je pense pas que je l'ai mentionné encore, là, mais moi, l'épreuve que je faisais, c'était le 26 kg avec 1550 mètres de dénivelé, plus ou moins. Donc c'est ça. Focus marathon pour cette année, mais avec un petit side quest, Borealis by UTMB. Quel plaisir. Maintenant, je suis arrivé le vendredi soir. Ça a été super facile de récolter mon dossard. Il y avait des bénévoles en masse. Les indications étaient assez claires. Puis c'est pas toujours le cas dans les courses en trail. Puis c'est correct. Il y a des courses en trail du coin que c'est vraiment plus friendly. Puis il y a moins de monde. Fait que là, ben, vu qu'il y avait, je pense, 4000 participants, qui devient automatiquement la plus grande course ou peut-être la deuxième plus grande course après le QMT, le Québec Méga Trail. Mais en tout cas, tout ça pour dire que la première édition de Tremblant, ça part fort parce que ça devient un peu la course la plus importante au Québec, arguably, même s'ils n'ont pas de notoriété encore au Québec, juste par la bannière UTMB. Alors, vendredi soir, je vais chercher mon dossard. Déjà, l'énergie dans le village est vraiment sick. Genre, tu vois que tout le monde est des coureurs. Il y a beaucoup de gens que je connaissais, de Run Club, d'amis, tout ça. Donc, beaucoup de social à travers tout ça. Super le fun. Le vendredi soir, j'ai eu la chance d'aller à un souper par On, qui organisait un événement. Donc, encore une fois, plein de visages familiers, un carb load collectif. C'était le fun. Je me suis couché au Airbnb et le lendemain, ben, c'était game time. Fait que dès que je me suis réveillé, j'ai pris mon déjeuner puis j'ai été faire mon échauffement. Et je sentais que j'avais des jambes, je me sentais bien. J'avais fait quand même un petit deload, là, donc la semaine avant était quand même réduite en volume et en intensité. Juste assez pour me donner un petit pep de plus en arrivant samedi. Et j'étais comme, je suis pas stressé, j'ai pas d'attente, fait que c'est purement du plaisir, je me sens en forme, je suis prêt à pousser. What can go wrong, genre? C'était sûr que j'allais avoir une bonne course dans ma tête. Puis j'étais vraiment prêt à aller dans le dur puis à donner tout ce que j'avais. Maintenant, il y avait 3 vagues de départ pour la course en tant que telle. Puis c'était un peu bizarre parce que dans les courses sur route, ben, tes vagues de départ, c'est un peu toi qui as choisi parce que tu dis ton temps. Fait que si tu dis je veux faire 2 heures au demi-marathon, ben eux, l'événement, ils vont dire OK, t'es dans la vague 3. Si tu veux faire 2h20, ben ils vont dire OK, t'es dans la vague 5. Mais là, évidemment, en trail, il n'y a pas vraiment d'estimé de temps parce que le temps ne fait pas partie vraiment de l'équation. Ça peut prendre, une course peut prendre 2 heures, 3 heures, 5 heures. Qui sait, dépendamment du parcours et tout. Alors, ce que j'ai appris par la suite, c'est que moi, j'étais dans la vague 1, mais j'étais comme comment ils ont fait pour savoir que j'avais ma place dans la vague 1 ou pas. Qu'est-ce qu'ils en savent? Je ne sais pas. Finalement, si tu avais un score UTMB, ils te mettaient dans la vague 1. Et si tu n'avais pas de score UTMB, ils te mettaient dans la vague 2 ou 3 de façon aléatoire. Donc, il y a sûrement des coureurs qui sont bien meilleurs que moi, mais qui étaient dans la vague 3 parce qu'il n'y avait pas de score UTMB, par exemple. J'étais quand même down de partir dans la vague 1 parce que je savais que je me placerais probablement à l'avant de la course et je voulais être avec des gens. C'est le but pour toutes les courses, pour tout le monde. On veut toujours être avec des gens de notre niveau parce que c'est pas le fun de se faire dépasser. Puis c'est pas le fun de devoir dépasser des gens. Fait que c'est toujours le fun d'être avec des gens de son niveau. Mais doublement en trail parce que par moment, c'est très très large et par moment, ça devient super mince et ça devient du single trail. Donc, ça peut créer des bouchons.
Et des fois, c'est difficile de dépasser dans des single trails parce qu'à droite et à gauche, il y a de la broussaille et compagnie. Donc, si tu es pogné pendant quelques minutes, quelques kilomètres derrière des gens qui sont plus lents ou plus vite que toi parce que toi, tu dois les laisser passer, tu sais, c'est pas le fun. Donc, ma première bonne décision, c'était de me mettre pas à l'avant complètement, mais vers l'avant. Fait que ça s'est avéré être une bonne décision. J'ai comme roulé avec les mêmes genres de gars et de filles pendant la course. Maintenant, le parcours. Tabarnouche, de parcours, man. UTMB, ils n'ont pas niaisé. Ils ont dit, ah ouais, vous voulez une course by UTMB au Québec? Ben, checkez-moi ça. On va vous mettre toute la gomme. Donc, pour le parcours du 26, ça commençait avec une montée sur le côté de Tremblant d'environ 200-300 mètres de dénivelé positif, donc comme plus haut que le Mont-Royal, déjà en partant. On redescendait déjà sur un terrain super technique. On faisait un bout de temps de la trail assez roulant, qui était super le fun, fait que les jambes se faisaient aller. Et là, on arrivait en bas de la montagne, encore une fois, il fallait la monter de A à Z. Mais il fallait la monter dans une piste de ski. Monter Tremblant dans une piste de ski, c'était plus long que je pensais. Je savais que c'était haut Tremblant et tout, ça fait quoi? Là, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais peut-être 525 mètres de dénivelé positif, plus ou moins, dépendamment de où t'es. Fait que là, on part dans la piste de ski. Puis quand c'est des faux plats montants, je peux le jogginer, mais la majorité du temps, c'est pas un faux plat montant, c'est une piste de ski, donc c'est assez relevé. Donc vite, ça devient du power hike. Puis évidemment, le hiking, le power hiking, la marche, ça fait partie de la trail, là. Je m'attendais pas à le courir tout le long, bien loin de là. Fait que je commence à power hiker, tout ça. Puis c'est quand même long, puis je commence à m'en avoir le bas du dos serré, tellement ça fait longtemps que je suis penché, parce que c'est comme la position naturelle, hein, tu te penches pour avancer quand c'est en pente. Fait qu'il fallait comme que je me redresse, que je me délie le dos, parce que dans le fond, dans mon training, moi, j'ai jamais fait 500 mètres de dénivelé continu d'une shot avec autant un gros grade de pourcentage, là. Par exemple, je suis allé m'entraîner quelques fois à Bromont, c'est 300-325 mètres de dénivelé, donc déjà moins. Puis je prenais des trails un peu plus sillonneuses, donc le pourcentage d'inclinaison était moins grand. Fait que là, monter Tremblant d'une shot, tabarnouche, c'était quelque chose. À ce moment-là, quand on montait Tremblant, on a croisé ceux qui faisaient le 80 kg. Eux, ils étaient partis 3 heures avant nous. Et donc, ils étaient peut-être au kilomètre 30, 35, 40 de leur aventure. Ça s'appelait l'Odyssée d'ailleurs. Moi, c'était la Diable. Eux, c'était l'Odyssée. Quel beau nom parce qu'ils étaient partis sur une nestie d'Odyssée. Genre, ils étaient partis pour la journée. Et quand naturellement, on les dépassait parce que notre épreuve est plus courte, donc on était plus rapide, j'avais l'impression qu'on faisait deux sports différents. Moi, je calculais un peu mes secondes. J'étais là, ouais, OK, il faut continuer, il faut garder l'effort. Mon rythme cardiaque était quand même haut. J'avais une respiration soutenue d'effort. Je passais à côté d'eux. Ils discutaient entre eux. T'entendais les pic, pic, pic. Ça, c'est leur bâton de marche. Nous, la majorité, on n'avait pas de bâton de marche. Un peu moins nécessaire sur des plus courtes distances. Quoique pour certaines des montées, ça aurait pu avoir sa place. Mais eux qui partaient pour je sais pas combien de montées de Tremblant dans la journée, ils étaient en mode rando. Et je veux dire, c'est normal. C'est à la limite physiologique d'un corps. Quand tu t'apprêtes à faire 80 kilos, ben c'est ça, ça donne une rando. Donc, j'étais très content à ce moment-là de faire le 26 et non le 80. Et j'avais tellement de respect en les dépassant à me dire, oh mon Dieu, qu'ils sont G. Ils sont tellement fait tough. Voir qu'ils se lancent là-dedans. Puis voir que ça fait déjà 3-4 heures qu'ils courent. Puis d'ailleurs, on pouvait voir les pancartes avec le nombre de kilomètres qui restaient. Fait que moi, je voyais comme kilomètres restants 18, kilomètres restants 17. Mais on voyait aussi leur pancarte. Kilomètres restants 67, kilomètres restants 66. Alors, c'était tout mon respect à eux. Puis d'ailleurs, j'en profite pour parler du grand respect, je pense, qu'il y a en tout coureur de trail, peu importe la distance, peu importe le niveau. La majorité des gens, quand je les dépassais, j'essayais de leur dire un petit quelque chose, un petit hey, lâche pas, man, c'est super. Et je me le faisais dire en retour constamment. Quand les gens me dépassaient ou quand on croisait d'autres coureurs, c'est tout le temps hey, good job, lâche pas, on est là, hey, c'est tough cette montée-là, hein, let's go, on l'a fait. Ce genre de respect-là et de. Comment je dirais ça? C'est pas juste un respect, c'est comme si, oh shit, on est dans marde ensemble, puis comme, on travaille fort, puis on est tous dans le même bateau, peu importe quoi ton pace ou ton fitness. Et il n'y a pas exactement ça en route. Il y a un grand respect, je pense, en course sur route, mais je veux dire, il y a tellement de coureurs dans des courses officielles que ça serait fou de dire bravo à tout le monde à chaque fois que tu dépasses quelqu'un ou que tu te fais dépasser.
Mais là, en trail, il y a vraiment là, ce grand respect qui est formidable, puis que là, ça fait une couple de fois que je le vis, puis je pense que c'est une des raisons qui m'attire à revenir encore et encore en trail, c'est cette communauté-là, puis c'est ça, pour pas pouvoir utiliser un meilleur mot, ce grand respect-là, cette connexion entre les coureurs. Donc, j'arrive en haut au premier ravito, donc après une montée et des poussières de Tremblant. On est au kilomètre 9 sur 26. Ça s'appelle le Pic White et ils ont transformé le chalet du top de Tremblant en station de ravitaillement. Donc, il faut passer absolument dans le chalet pour ressortir par une autre porte. Et à ce moment-là, il y a Mélodie Gilbert, qui est une excellente coureuse de trail, qui est une amie à moi, qui, elle avait la mission de faire des réseaux sociaux pour Borealis. Donc, elle a aussi une amie qui la filme, puis elle me voit finir la montée, puis elle dit « Je peux-tu courir avec toi à 30 secondes? » Je dis « Ouais, alors que je suis dans le jus, mais je suis comme « Ouais, pas de trouble. » Elle dit « Puis, comment tu trouves ça? » Là, je me souviens plus trop ce que j'ai dit. Je suis comme « Hey, c'est pas facile, là. Ça faisait 45 minutes que je montais une piste de ski de Tremblant. C'est à peu près ça que ça m'a pris d'ailleurs, je pense. 42-43 minutes, la première montée. Et ça dure 2 secondes, là, les encouragements, tout ça. Il y a vraiment du vibe. Puis ça clash parce que ça fait 45 minutes que tout le monde monte en silence en disant good job, good job, good job. Fait que là, les cloches, les cris. Et moi, ce que j'avais sur moi d'ailleurs, c'était une running belt, donc une ceinture de course. Je n'avais pas de veste d'hydratation au niveau du chest, des épaules. Et j'avais tout ce qu'il me fallait dans cette running belt. J'avais une gourde de 650 ml dans le bas du dos avec du Upica. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au ravito? Ben, j'ai pu remplir ma gourde au complet et mettre du Upica dedans. Donc, ça me refuelait pour la suite, puis ça me réhydratait pour la suite. Je visais 500 ml d'eau à l'heure. C'est en plein ça que j'ai pu maintenir. Donc, à chaque ravito qui était à peu près aux heures, il y en a eu 2, j'ai pu remplir ma gourde. Donc là, c'est ça, on sort du Pic White, donc du premier ravito. J'échappe ma bouteille d'eau en essayant de mettre du Upica dedans en courant 2 fois. Ce que j'aurais dû faire, c'est juste prendre le temps de m'arrêter puis mettre mon Upica, puis perdre 3 secondes de plus. Donc, humbling moment un petit peu, où est-ce que j'ai perdu toute mon aura, en fait. Là, je me croyais fucking cool. Je courais avec ma gourde dans la bouche. Puis, si vous êtes familier avec les soft flasks, là, les petites flasques, la tétine, ben, elle peut s'enlever pour la laver. Fait que, avec le poids de la gourde dans ma bouche que je mordais avec la tétine, ben, la tétine est restée dans ma bouche et la gourde est tombée par terre. Donc, jusque-là, les sensations sont bonnes et là, on s'apprête à redescendre Tremblant au complet et on rentre directement dans un de ces terrains, mais techniques, qu'on voit à peine par terre. Il y a genre de la mousse, puis des herbes, puis des racines, puis du dénivelé de moins 20, moins 25%. Ou est-ce que c'est pas du tout courable par moment? Genre, il faut mettre ses mains à terre. De la grosse boîte que tu n'as pas le choix de passer dedans, puis de mettre le pied au complet dans la boîte. Bienvenue dans la forêt boréale. Là, c'est là que je me suis dit, oh yeah, ok, le party commence pour vrai. Là. Tes souliers ne seront pas blancs à la fin. Même s'il fait beau, puis même s'il n'y a pas plu depuis une couple de jours. T'sais. Alors là, c'est là que le fun commence. On continue de descendre. C'est ça, comme par moment, c'est très technique. Par moment, ça devient très roulant. Puis j'arrive à rentrer des kilomètres plus rapidement. Puis ça a un feeling d'être un peu comme sur route. Donc super encourageant. Les kilomètres défilent. Et rapidement, je me rends compte que je suis à la moitié de la course à peu près, selon mes calculs rapides de gars en train de courir. J'essaie de faire des matchs. Comme, OK, j'ai fait 800-900 mètres de dénivelé, ça, c'est plus que la moitié. Puis j'ai fait 12-13 kilos, ça, c'est la moitié de la distance. Fait que je suis comme, hey, ça se passe bien. Puis je regarde ma montre, ça faisait 1h26-27 que je courais, puis je pensais le faire en peut-être 3h15. Je me disais 3 heures si je suis vraiment chanceux. Puis je suis comme, hey, si je refais la même chose en 1h26, 1h27, ben peut-être que ça va donner en bas de 3 heures. C'était comme un mini-objectif que je m'étais donné, vraiment en estimant, parce que c'est quand même très dur à estimer un temps sur trail, surtout un parcours que tu n'as jamais fait. Mais je me disais, ça va bien. Puis à ce moment-là, j'étais encore à du 90 grammes de glucides à l'heure. Donc, 2 scoops de Upica dans ma gourde. Je prends une gourde à l'heure. Donc ça me fait, vu que c'est 25 grammes de glucides par scoop, ça me donne 50 grammes à l'heure que je vois, entre guillemets, pas passer parce que je veux m'hydrater anyways, parce que j'ai soif. Donc ça, c'est un 50 grammes à l'heure facile. Puis en plus de ça, ben, je vais rajouter un gel Minted New York, de 40 grammes de glucides aux 40-45 minutes. Donc, ce qui me donne justement 90 grammes à l'heure. C'est quand même pas mal, c'est beaucoup, mais je m'étais beaucoup entraîné avec ces dosages-là, puis je sais que ça passait de façon générale. Des fois, c'est un petit peu plus difficile à ce que ça passe durant les courses officielles parce que l'intensité est plus haute qu'à l'entraînement. Donc, de prendre 90 grammes à l'heure quand tu as une moyenne de fréquence cardiaque de 175 versus de 150, ben, clairement, le système digestif est encore plus au ralenti
avec l'augmentation de l'intensité comme dans une course officielle. Mais pour l'instant, ça tient, ça va bien. Je suis super content. Je continue ma course, on arrive en bas de Tremblant à la base nord, Ravito base nord. Gros vibe encore une fois, un animateur, des gens avec des cloches, tout ça. Là, à ce moment-là, je réalise que je suis même over le 90 grammes à l'heure. Fait que je décide de ne pas remettre du pica dans ma gourde. Je me dis, je vais juste prendre des gels, puis je vais continuer avec l'eau. Puis à ce moment-là, il me reste peut-être 1 heure. Fait que je me dis, ça tient. Puis je testais ça. Je pense que si on faisait les maths, à ce moment-là, j'étais à 110 grammes à l'heure. Fait que j'étais comme, OK, garde. Pas besoin de overkill les glucides. Ça se passe bien. Il en reste pas gros. On continue d'en prendre, là, mais juste pas en malade mental. Parce qu'on ne veut pas tomber dans des inconforts digestifs ou quoi que ce soit comme ça. Donc, je passe à travers le deuxième ravito super rapidement. Je fais juste remplir ma gourde, puis tout de suite, je repars. Et là, on voit ce qui nous attend. On regarde vers le haut, puis on dit, ah oui, c'est encore monter tremblant dans une piste de ski. Colin. J'essaie de rester semi-politically correct, même si j'ai déjà dit asti tantôt. Fait que, en fait, je vais dire ce que je veux. Fait que tout ça pour dire, on part la montée. Et là, c'était pas une journée chaude, hein, c'est une journée relativement fraîche. Tout était vraiment aligné pour nous cette journée-là. Soleil, il faisait comme 10 degrés sur la ligne de départ. Mais là, après 2-3 heures, il faisait peut-être plus comme 20, avec aucune ombre parce qu'on est dans la piste de ski. Puis moi, j'étais habillé en noir. Puis là, je sais qu'objectivement, il fait pas si chaud que ça. Mais moi, je commence vraiment à avoir chaud. Et c'est encore une fois, c'est une montée avec les mains sur les genoux. Puis dès qu'il y a un petit faux plat montant, j'essaie de jogger un peu, mais ça jogue pas fort. Et tu power hike. Tu power hike, puis tu mets le cerveau à off. Donc, en termes d'intensité, je pensais plus être en zone 4. Là, il faut dire, j'ai fait mes tests lactate, je connais bien mes zones avec mes heart rate. Je me fie pas juste à ma montre, là, ça, je le répète souvent, mais comme j'ai un capteur cardiaque externe sur le bicep, pas juste un capteur cardiaque de la montre, je connais mes zones, mes profils de vitesse et mes seuils lactates. Donc là, j'ai vraiment toute l'information pour savoir dans quelle zone je suis. Puis j'ai de la misère à être en zone 4, même si c'était ça le plan, parce que c'est comme si musculairement, j'arrive pas à aller plus vite en montée que le power hike que je fais. Surtout que c'est quand même une longue distance, fait que j'essaie comme de me manager. Fait que j'étais plutôt en haut zone 3 tout le long. Puis ça débordait un peu en zone 4, mais le plan, c'était d'aller encore plus à bloc avec mon coach qu'on s'était dit, puis de la deuxième montée, la gonner en zone 4 au complet, quitte à arriver vraiment fatigué en haut, parce qu'après ça, ben, il ne resterait plus qu'une descente. Mais j'avais musculairement, j'ai l'impression, puis d'ailleurs, j'en ai pas parlé à mon coach, mais genre, c'est quelque chose que je voudrais discuter avec lui. Comment ça se fait que je n'étais même pas capable de monter en zone 4 qui est une zone d'intensité haute, mais pas maximale non plus. On est sous le fameux seuil. Donc, à mijoter pour moi pour des prochaines courses, mais c'était comme mon max. J'étais à 180 battements, qui semble peut-être haut pour certaines personnes, mais génétiquement, ça n'a pas rapport à la performance, mais génétiquement, j'ai des ondes cardiaques très hautes. Fréquence cardiaque max de 210, fréquence cardiaque au seuil de 192. C'est des chiffres qui sont anormales, encore une fois, purement génétique. C'est pas parce que je cours vite ou que je suis bon, c'est juste comme ça. Alors, maintenant, on arrive en haut. J'ai quand même donné un bon effort dans la montée. Je vois mon ami Dylan et Céline qui m'encouragent et Roger, shout-out Roger, du 6am Club. Il me donne un boost, il me dit hey, let's go, let's go. Puis moi, genre, j'ai encore des jambes, je me sens bien. Puis j'entends mon nom, go J. Puis je suis comme, OK, c'est bon, man. Là, honnêtement, genre, I got it. Genre, il n'y a plus de doute parce que là, il reste 5,5 km de descente. Clairement, j'ai encore des jambes. Clairement, j'ai encore du cardio. Puis je suis déjà très, très, très satisfait de où est-ce que je suis dans la course puis de ma gestion. Je suis comme, là, there's nothing that can go wrong. Juste continue à faire ce que tu fais. Là, je demande à un gars random, il m'encourageait, puis il me suivait, puis je disais, hey, sais-tu, je suis combien? Puis il dit comme, probablement top 25 à peu près. Puis je suis comme, oh ouais, top 25. OK, je suis agréablement surpris. Je me doutais à peu près, peut-être que j'étais dans le top 30-40, mais c'était un peu dur à dire. Tu parles le compte à un moment donné. J'étais comme, OK, cool. C'est vraiment bien, c'est mieux que je pensais. Je dois continuer à fighter pour pas me faire rattraper juste par petit challenge personnel parce que je suis pas à 3 placements près de quoi que ce soit dans le fond, mais juste pour le fun. Et là, je commence la descente, je vois tout le village de Tremblant puis la super belle vue. Tout s'est bien passé. Je réalise que c'est une question de minutes avant que j'arrive à la ligne d'arrivée, peut-être 20-30 minutes. Et je viens les yeux pleins d'eau, là, mais comme je me dis, il y a 3 ans à peine, j'ai commencé à courir pour la première fois. J'ai eu la piqûre. Je me suis tout de suite mis à l'entraînement très rigoureux. C'est devenu ma vie, c'est devenu mon identité, c'est devenu ce que j'aime, c'est devenu ma communauté.
Puis aujourd'hui, je récolte le fruit de ça. C'est-à-dire que je suis en train de faire une course exceptionnelle au Mont-Tremblant avec des gens que j'aime. Puis je suis en train de performer sur cette course-là alors que mes premières performances en course à pied étaient super, super average. Puis c'est parfaitement normal. Fait que c'est comme une réalisation de comme tabarnouche. Genre, t'aurais jamais pu penser qu'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, si je t'avais dit que j'avais fait ça, je me serais pas cru. Et là, here I am. Donc, une genre de vague de gratitude incroyable. Puis littéralement comme le visage en pleurs puis les yeux pleins d'eau en descendant la piste de ski qui est comme super technique puis qui fait mal au quadriceps puis aux genoux. Fait que là, je suis comme, OK, ressaisis-toi parce que genre, tu vas te fouler la cheville, là. Arrête de niaiser, là. Garder des racines puis tout. Lock-in, tu célébreras à la ligne d'arrivée. Fait que je me ressaisis un peu. Et là, c'était pas tout gagné, hein, parce que les derniers 5 kilos, puis ceux qui ont fait Borealis, d'ailleurs, c'était la même fin pour ceux qui ont fait le 50, c'était les mêmes 5,5 derniers kilos. Puis pour l'Odyssée, je sais pas si c'était les mêmes 5 kilos, mais c'était toute une descente. Très abrupte, très casse-patte, très difficile de trouver son momentum parce qu'il y avait tellement d'irrégularités dans le parcours avec des roches, des racines, des drops, de la boîte. C'était comme, c'est pas fini, c'est pas tout à fait fini, là. Très difficile de trouver son momentum. Puis quand tu es rendu là, tes quads sont assez taxés. Donc, les quadriceps en descente, c'est comme le point faible parce que musculairement, tu es en contraction excentrique et ça tire énormément. Ça fait beaucoup de micro-déchirures. Donc, si tu t'es mal gagé ou tu as trop descendu agressivement dans le début de ta course, ça se peut que là, tu aies les jambes vraiment molles. Je me sentais encore fort, mais je sentais que c'était challengeant. Donc, je me disais, OK, respire, fais ton affaire, ne te foule pas la cheville, call in the bin. Parce que là, si tu te foules la cheville, ça serait complètement ridicule. Fait que j'essayais de rester focus. J'essayais de me dire, OK, quand tu atterris sur l'avant-pied. L'avant-pied, il est plat versus le talon, c'est plutôt comme une boule. Donc, si tu attaques trop du talon, la boule, elle rotate et c'est là, normalement, que tu vas te fouler la cheville. Mais si tu es sur l'avant-pied, tu as plus de stabilité, plus de largeur. Je me disais ça, je me gardais ces trucs-là. J'écoutais tellement de chroniques de Mathieu Blanchard sur la trail. Donc, j'ai comme sa voix avec son accent franco, antillais, québécois, qui me disait on augmente la cadence et ci et ça. Genre, je me jouais dans ma tête. Et là, on s'est comme pogné 2-3 gars, un genre de petit peloton ensemble qu'on descendait le plus rapidement possible ensemble. Puis on a comme trouvé notre rythme, les 3 gars ensemble. Puis là, je commençais à avoir une crampe comme au niveau du cœur. Puis mon premier réflexe, c'est comme, oh mon Dieu, je suis en train de faire un arrêt cardiaque, moi, là. Là, ça y est, tout va bien, mais là, trop d'intensité, arrêt cardiaque. Là, je suis comme, OK, non, concentre-toi, mais pendant ce temps-là, je descends le plus rapidement possible. Je suis comme, là, qu'est-ce que tu ressens? Là, je me dis, OK, c'est pas vrai que tu vas avoir un pincement au cœur sans avoir eu de signaux précurseurs. Est-ce que tu as mal à la tête? Est-ce que tu es étourdi? Est-ce que tu sens que tu vas faire un malaise? Est-ce que tu as mal au cœur? Puis la réponse était non à tout ça, là. Fait que j'étais comme, c'est pas vrai que tu as un arrêt cardiaque comme ça, là, il y a des signes avant. Puis je me sens très bien. J'étais un peu dans le jus, là, un peu mal aux genoux, mais non, c'est pas vrai, j'avais pas mal aux genoux. Mais j'ai un peu mal aux jambes en tant que tel. J'avais mal aux pieds par contre, là, parce que ça cogne beaucoup. Fait que là, je réalise que je suis en train de faire une crampe de probablement les muscles intercostaux. Donc, entre chaque côte, il y a des muscles. Puis, à force de respirer vraiment fort avec tout le mouvement de la trèche, je pense que j'ai pas eu une crampe là. Puis c'est vraiment désagréable. Fait que ça m'empêchait de respirer pleinement. Fait que, anyway, je me disais, garde, gage ton affaire, man, 13-3 kilos, ça va bien aller. Et là, à la fin de la course, j'ai une super belle surprise. Jérémy, qui est mon nom, mais c'est pas lui dont je veux parler. Jérémy, je sais pas s'il veut que je dise son nom de famille. En tout cas, c'est Jérémy, un des athlètes que je coach en course à pied. Ça fait presque 1 an qu'on travaille ensemble et lui, il allait courir le lendemain, donc le 50K. Mais il me fait la surprise en m'attendant à 200 mètres de la ligne d'arrivée avec son téléphone. Puis il a une voix assez portante, puis c'est un gars sincère, c'est un gars quand il parle dans les yeux. Fait que je le vois au loin, puis il dit « Let's go, Jay, on finit ensemble! » Puis je suis comme « Oh shit, c'est Jay, si, tabarnouche. » Je dis « Hey, let's go, alright, ça part! » Et là, on arrive dans le village de Tremblant. Il reste un petit parcours qui sillonne de 200-300 mètres. Et là, je me retrouve dans mon élément sur route. Donc, je me sens bien, je me sens rapide, j'ai encore des jambes. Je décide de le gonner le plus possible. Donc, je fais comme le sprint de ma vie. Et lui décide de me suivre et de me filmer en même temps. Et ça a donné une vidéo exceptionnelle d'ailleurs que j'ai publiée sur les réseaux parce que le clip, je le trouve fou. On l'entend m'encourager, on l'entend dire « Let's go, là, tu donnes tout, push, push. » Puis moi, je donne tout ce que j'ai.
Donc, super moment, puis je le remercie, le Jay. Et là, traverser la ligne d'arrivée en soulagement, à me dire, oh my God, je l'ai faite, la course s'est bien passée, j'ai une belle gestion, j'ai une belle journée, j'ai fait des petites rencontres, des petites anecdotes de rencontres dans la course tellement incroyables, juste des petits mots d'encouragement qui font chaud au cœur, qui fait que tu passes une course exceptionnelle. J'ai vraiment eu l'impression que j'ai survolé le parcours et c'est très rare que ça m'arrive, mais on l'entend parfois de d'autres coureurs qui font un marathon, que ça se passe bien, ils disent hey, j'ai survolé le parcours. C'est vraiment ça le feeling. Peut-être plus en rétrospect, parce que dans le moment, c'est pas facile, mais en rétrospect, tu te dis mon Dieu, il me semble que je cruisais sur le parcours. Donc, une course qui a complètement dépassé mes attentes et là, j'étais vraiment beaucoup trop heureux. J'avais plein d'amis à la ligne d'arrivée, tout ça, puis c'est comme, oh my God, c'est la célébration totale, c'est le plaisir, c'est le high, bien mérité, tu sais, après un bel effort. Donc, ça a fini comme de façon parfaite. Et, ça conclut, dans le fond, ma course à moi, mais ça ne conclut pas exactement le week-end, parce qu'à la suite de ça, je suis retourné au Airbnb, je me suis douché et tout. J'ai été au Valentine de Saint-Jovite. Il y a 2 madames dans la cinquantaine qui m'ont servi. On les salue. C'est que c'est hot. Le monde en région, là, c'est impossible de trouver quelqu'un à Montréal qui est aussi smart que des personnes smart en région. 2 matantes, là, ils m'ont fait la discussion comme s'ils me connaissaient, comme si j'étais leur neveu. Ils font une poutine en 3 minutes. À Montréal, on n'a pas ça. Donc, Saint-Jovite, vous êtes les best. Mange une grosse poutine. Après ça, je suis retourné au village. Puis, je suis retourné encourager ceux qui terminaient le 100. Donc, la ligne d'arrivée de ceux qui font le 100, ou en fait le 80, là, ça s'étale sur tellement des heures. Je pense que le gagnant, il y avait Danny Racine. Il avait fini à genre midi et demi. Puis les derniers, c'est comme à minuit. Fait que tu peux rester là toute la journée puis encourager des gens de tout niveau. Donc, je suis resté peut-être 1 heure ou 2. J'ai vu des visages familiers encore une fois, puis tout ça. C'était le fun de voir des gens que je connaissais traverser la ligne d'arrivée. Et j'ai croisé ma... Oui, c'est ça, j'ai oublié de mentionner, mais durant ma course au kilomètre 5-6, quand on dépassait les gens qui faisaient le 100, il y a Maxime Raté, que vous connaissez sûrement, qui était elle en train de faire le 100. Fait que je la dépasse, elle me dit « Hey Jay, tu fais quoi comme distance? » Je dis « Hey, salut Max. » J'ai dit « Le 26. » Elle dit « Le 26? » Elle dit « C'est tout? » Elle dit « Ben, accélère d'abord. » J'étais comme « Ok Max, bon, mais je vais essayer. » Là. Fait que là, j'ai donné un petit peu plus de jus pour que Max soit contente. Là. Après ça, j'ai ralenti. Mais ça m'a tellement fait rire qu'elle m'a dit « Ben, accélère. » Puis venant de Maxime Raté, qui a fait des ultras, des 100 kilos, des affaires badass, j'avais pas le choix de juste accélérer. Si Max me le demande, je vais le faire. Cerise sur Sunday, j'ai vu Maxime Raté arriver aux 100 kilos. Je sais pas combien d'heures plus tard, elle finissait l'Odyssée comme une championne. Crème, je m'étais fait plein de notes, mais en fait, j'ai pas regardé mes notes, mais c'est parfait. Je vous ai raconté ça venant du cœur. C'est ça, je vous ai parlé du parcours, je vous ai parlé de la nutrition, je vous ai parlé de la gestion d'effort avec les fréquences cardiaques. Il faut que je donne mes fleurs à Borealis by UTMB. Je peux même pas imaginer la complexité d'organiser un événement comme ça, puis que ça se déroule bien. Puis j'ai pas entendu aucun hic de personne, à part peut-être qu'il y avait un peu de backlog, donc une genre de file d'attente qui se créait à la station de ravitaillement, qui est un peu normal parce que là, il y avait des gens de plusieurs distances qui migraient au même moment dans une même station de ravitaillement. Puis il fallait qu'on passe à l'intérieur pour la station de ravitaillement. Fait que tu pouvais pas juste skipper cette partie-là. Bon, c'est le seul mini détail, mais on va se concentrer sur le positif, là. Le nombre de bénévoles, la clarté des indications, le fait qu'il n'y avait pas de file d'attente quand tu allais chercher ton dossard ou quoi que ce soit, genre la gestion de foule était bien. La répartition du site, elle était bien. L'ambiance, elle était pas juste bien, elle était super. Honnêtement, l'ambiance était super. Il y avait vraiment un optimisme dans l'air et je pense que tout le monde était content d'être là et de participer à la première édition. Il y avait, je ne me souviens plus de son nom de famille, M. Michel, qui était le cofondateur de l'UTMB, qui était sur place. J'ai trouvé ça sharp de sa part qui était là. Il y avait plein de figures de la trail qui étaient là. Donc, juste un beau week-end, un beau rassemblement. Puis je pense qu'il y avait énormément de travail derrière ça. Donc, vraiment bravo à Borealis pour tout ça. Et la cerise sur le Sunday, pour moi, c'est que
en tant que créateur de contenu, je trouve qu'il y a beaucoup d'événements ou beaucoup de marques qui font pas une bonne job avec les réseaux sociaux parce qu'ils postent pas assez. Et bien là, c'était pas un problème à Borealis. Borealis avait des photographes et des vidéastes en masse partout sur la montagne. Et je ne sais pas c'était quoi le système de comment il fonctionnait, mais clairement, ces photographes et ces vidéastes-là envoyaient à une équipe quelconque très rapidement, donc dans l'heure, les photos et les vidéos des gagnants, des gens qui traversent la ligne d'arrivée, des premiers, des derniers, des highlights. Et il y avait 5, 10, 15 posts par jour sur Instagram, juste en publication, en plus des maintes et maintes stories, en plus de republier les stories des gens qui taguaient UTMB Borealis. Il y avait des behind the scenes de comment ça se passe pour l'organisation, donc il y avait une certaine transparence, ils montraient comment ça se passe. Il y avait, comme je le disais, les premiers, mais aussi les derniers, donc ils filmaient justement les gens qui arrivaient en dernier pour montrer la panoplie des plus rapides aux plus lents. Donc, énorme travail côté réseaux sociaux et je ne peux même pas imaginer le travail que ça a dû être en termes de planification, mais aussi d'exécution sur place. Donc, chapeau à Borealis pour l'ensemble de l'événement. Je serai présent l'année prochaine, il n'y a aucun doute, parce que j'aurais trop le faux mot de manquer ça. Là, je pense que je vous ai peut-être donné le goût, je pense. Je le vends à fond, mais vraiment, c'était sincèrement un événement à ne pas manquer. Alors, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Dans le fond, pour moi, c'était une course importante, mais ce n'était pas mon objectif A. Mon objectif A, ça va être le marathon de Montréal le 11 octobre prochain. Puis, je sens avec cette course-là que j'ai un super niveau de fond. Je me sens bien. Je me sens à mon top. Fait que je me sens mieux qu'avant ma blessure. Et je pense que c'est bon signe. Je me sens confiant en mes habiletés. Maintenant, je pense qu'il faut juste aller peaufiner. Il reste 7 semaines avant le marathon, 7-8 semaines. Il faut juste aller peaufiner les long runs sur route, le pace marathon, des entraînements au seuil, un petit peu de speed work. Juste aller mettre les derniers pions aux bons endroits pour s'assurer que je puisse faire le meilleur marathon possible. Mais je sens que la forme, elle est là. By the way, je suis très content, mais je suis obligé de le dire. J'ai rentré un mile en bas de 5 minutes. Ouais, je sais, non, je sais. 5 minutes. Non, je vous remercie. Non, ça me fait plaisir d'entendre. Donc, honnêtement, j'aurais jamais pensé être capable de courir un mile en 5 minutes il y a genre 2 ans de ça. Ça ne veut pas tout dire, c'est juste du speed work, mais ça se traduirait par des temps de marathon assez intéressants sur papier. Donc, encore une fois, il reste à mettre les pions et les derniers préparatifs pour être sûr d'avoir une belle expérience parce qu'on sait que le marathon fait beaucoup de victimes, plus que toutes les autres distances. Le marathon est ruthless. Maintenant, pour m'assurer d'avoir un bon marathon, je vais faire 2 choses. Je vais faire un test de lactate que j'ai déjà fait dans le passé, mais pour voir où est-ce que j'en suis avec mes chiffres, mes seuils, mes ondes d'allure. Et le test de lactate devrait me donner une estimée du temps marathon. Mais on sait que le test lactate dure 45 minutes, 1 heure. Donc, il te donne une idée du pace marathon, mais il ne te dit pas est-ce que tu es capable de tenir ce pace-là pendant combien de temps? 2 heures, 3 heures, 4 heures? Est-ce que le pace que tu vises est réaliste pour le marathon? Donc, c'est pourquoi je vais faire un test de durabilité avec mon coach Charles Castonguay au Crew à Québec, qui va vraiment me donner une idée plus précise de OK, on pense que tu peux faire X temps au marathon, mais qu'est-ce que les données physiologiques en disent? Est-ce que vraiment tu pourrais faire ce temps-là? Donc, on va faire un test d'une plus longue durée pour voir ma dérive cardiaque. Donc, à quel point est-ce que mon cœur dévie à mon allure visée marathon? Si mon cœur dévie énormément par la fin du test, c'est signe que mon cœur s'emballe puis qu'à un moment donné, je vais probablement frapper un mur. Tandis que si mon cœur augmente graduellement sans trop s'emballer sur 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ben on peut prédire que sur plus longtemps, ça va tenir le coup. Donc, ça, c'est numéro 1, la science sur papier. Mais je vais aussi faire un demi, donc je ne sais pas quand je vais poster ça. Moi, je vais sûrement le poster avant de faire mon prochain demi-marathon. Je vais faire un petit demi-marathon en préparation. Je dis petit parce que c'est un petit événement, demi-marathon de McMasterville. Je pense que c'est la première année qu'ils le font, eux aussi, comme Borealis. Donc, je pense pas que c'est un très, très gros événement, mais mon but, c'est pas de faire un gros événement, c'est juste de faire un chrono pour voir si je rentre, je viserais peut-être une 22, une 23, une 24, une 21, c'est une journée exceptionnelle dans ces coins-là, ce qui confirmerait ou infirmerait que je suis capable de faire un marathon en 3 heures. Je ne l'ai pas mentionné, mais bon, voilà, je le dis. 3 heures, c'est ce que je vise au marathon. Je pense que c'est réaliste pour moi de viser ça.
Mais je l'approche avec humilité parce que je sais que le marathon, comme j'ai dit, fait des victimes, des milliers de victimes par année. J'ai déjà été une victime du marathon et là, j'ai pas envie d'être une victime. J'ai envie de lui montrer c'est qui le boss. Alors, à suivre, à suivre. Voilà, ça fait le tour pour mon expérience de Borealis. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en avez pensé de Borealis en commentaire. Je ne sais pas si vous écoutez ça sur YouTube, sur Spotify. Let me know. J'ai eu tellement de commentaires positifs, mais des choses à améliorer peut-être pour l'événement, des choses que vous avez appréciées. Let me know. Puis, ça va être tout pour ce magnifique épisode. Merci de vous être rendu jusqu'ici. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.